Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir en nombre et fidèle pour ces rendez-vous mensuels des dîners littéraires bruxellois. Avant de commencer, je voudrais d'abord remercier Monsieur Ahmed Medoun, président de la Maison de la Francité, pour sa présence ce soir. Et avant de commencer, peut-être l'inviter à nous rejoindre pour un tout petit mot d'introduction. Ahmed, si tu veux. Voilà. Merci Ronnie. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la Maison de la Francité. C'est une dame d'un certain âge déjà, et c'est pas seulement le bâtiment qui a plus de 150 ans. Une vieille dame qui fête ses 40 ans, ça vous le savez. Et je fais confiance à l'équipe de Donald George, qui nous a concocté pour ces 40 ans un formidable programme. Et je vous invite à le découvrir sur notre site internet, une programmation qui met l'accent sur, bien sûr, la langue, mais pas seulement. L'idée est aussi de faire de cette maison, votre maison, une maison aussi engagée dans cette ville, marquée par sa diversité, une maison pour tous les Bruxellois, une maison aussi qui tient compte de la ville comme elle est aujourd'hui, une ville de contrastes, une forêt de paradoxes. Ce soir, nous aurons le plaisir de dîner en compagnie de Marc Méguin, qui réunit à lui seul, en fait, tous les critères que je viens d'énoncer, puisque Marc, tu es né à Bruxelles, tu as fait tes études d'histoire et de gestion culturelle à l'ULB, tu travailles actuellement à Bruxelles comme chargé de mission auprès de la direction des monuments et sites, et tu es l'auteur alors d'une vingtaine d'ouvrages qu'on peut peut-être scinder en deux parties. D'une part, mais on verra en fait qu'il y a une complémentarité entre les deux. Donc d'une part, des documentaires qui s'intéressent plus à l'histoire du patrimoine bruxellois, tous, je pense, ou en tout cas la plupart publiés aux éditions, aux 180 degrés éditions. Non, pas tous. Désolé, mais désolé beaucoup. Robert, mais non. Alors Robert qui est là. Parti. Mais... Donc Robert, voilà, tu n'as pas le monopole des ouvrages de Marc Méguin. Donc on peut peut-être citer le livre sur les escaliers de Bruxelles. Vous connaissez peut-être également Bruxelles disparue. Deux volumes, c'est assez récent, 2013 et 2014. Le premier est paru en 2013, ouais, le deuxième en 2014, et donc un livre qui marche bien. Donc les gens se retrouvent bien là-dedans. Donc voilà, ils s'intéressent à leur quartier, à leur rue, ils aiment savoir voilà ce qu'il y avait avant, est-ce qu'il y avait une ancienne abbaye, un ancien moulin, une ferme. Et donc c'est quelque chose qui parle aux gens parce que ça parle de lieux, de proximité et de patrimoine qu'on peut voir ou deviner encore dans les rues d'aujourd'hui. Donc c'est un petit, c'est une bonne entrée en matière en tout cas. On va y revenir. On peut encore citer peut-être Bruxelles de tour en tour. Donc ça c'est l'aspect plutôt documentaire. À côté de ça, une dizaine d'ouvrages de fiction, romans et ou recueils de nouvelles, dont les intrigues, pour la plupart, se passent à Bruxelles. Et alors, difficile évidemment toujours d'évoquer tous les livres, mais j'ai retenu en tout cas, parmi ces ouvrages de fiction, 3 polars, identifiés comme tels, et pour ma part particulièrement réussis, et on verra aussi assez déjantés quand même, ce qui fait quand même du bien aussi dans la littérature. Et puis, donc, 3 polars qui mettent en scène un personnage haut en couleur, un détective, on y reviendra, un détective Van Crouch, que l'on va suivre ensemble à travers les rues de la ville. En fait, il y a deux choses pour la genèse du livre. Donc, c'est d'abord aussi, avant tout, je pense, une rencontre avec Robert Naum de 180 degrés édition. Et donc voilà, il savait quand je l'ai rencontré en 2012 que j'étais historien, que j'avais une connaissance assez fine du patrimoine de l'architecture à Bruxelles. Et donc, il avait une collection qui s'appelle Bruxelles ma belle, donc une très chouette collection que j'invite à découvrir
Il y a toute une foule de sujets sur l'art déco, sur la gastronomie, etc. Et donc voilà, en discutant, on a décidé de prolonger la série Bruxelles Mabel avec un Bruxelles disparu, donc d'évoquer tous ces lieux que certains ont encore connus ou alors pas du tout. Et donc voilà, l'idée est née comme ça pour la genèse. Pour le choix des sites, c'est vrai que j'ai une bonne connaissance de Bruxelles en tant qu'historien, donc ça fait 15 ans que je pratique. Et justement, les lieux disparus, comme j'étudie en fait le patrimoine archéologique, donc ce sont des lieux par définition disparus ou du moins endommagés par définition pour l'archéologie urbaine. Et donc donc j'ai fait une sélection de sites. Et l'iconographie, en tant qu'historien bruxellois, je sais où aller la chercher, donc c'est pas très très compliqué. Il y a beaucoup de cartes postales anciennes, il y a des fonds qui viennent de différents types d'archives, les archives de la ville de Bruxelles, les archives générales du royaume, la bibliothèque royale. Donc ça part un peu dans tous les sens, hein, donc des tableaux, donc des grands maîtres du XVIIe, en passant par des petits dessinateurs moins connus du XIXe. Donc c'est assez riche, je pense, en termes d'iconographie. C'est ça qui fait la force aussi, je pense, du livre, c'est qu'il y a un bon équilibre entre la recherche historique et l'image, et donc je pense que le projet a bien marché. Je pense que Robert va pas me contredire, que c'est un beau petit projet. Et d'ailleurs, on a eu envie de faire une suite, Bruxelles disparu 2. Et à chaque fois, on a essayé d'avoir un équilibre assez complet entre le centre-ville, ce qu'on appelle Bruxelles Pentagone, qui est vraiment la ville ancienne, enserrée dans les boulevards, dans la petite ceinture, mais chaque fois aussi de trouver des exemples un peu partout dans les 19 communes, pour plaire un peu, pour attirer du public. Et donc il y a des sites à Saint-Gilles, à Ixelles, un peu partout. Donc les textes qui accompagnent les illustrations, donc tes textes, finalement, sont aussi d'une certaine façon ludiques, parfois un peu cyniques aussi, et nostalgiques. Ils sont pas purement historiques ou archéologiques, donc certains sont même totalement littéraires, et parfois même des dialogues en fait dans certaines notices. Donc on est loin de la notice historique sèche et rébarbative. Donc on a voulu vraiment aller dans le sens grand public, mais de qualité, avec les connaissances historiques qui sont derrière, mais avec un texte fluide. Et je pense que l'objectif est atteint, j'espère. Et peut-être la porte de Louvain, pour vous donner aussi une idée de l'écriture de Marc Mégang, justement, qui fait mouche, voilà. Donc, c'est sur la porte de Louvain, donc la place Madou, on est voisins, hein. Alors, c'est à cette époque que l'esplanade reçoit son nom actuel, place Madou, en hommage au peintre et illustrateur Jean-Baptiste Madou, qui possédait une demeure. Les maisons du 19e siècle seront démolies pour permettre la construction de la tour Madou, 135 mètres, 32 étages, sur les plans de l'architecte Robert Goffo en 1963. Celle-ci a fait l'objet d'une restauration complète au début des années 2000. Aujourd'hui, la place n'est plus qu'un carrefour noyé dans le trafic automobile de la petite ceinture. Ce qui est totalement vrai. Alors, juste par rapport à cette nostalgie parfois aussi de dans certains de tes textes, est-ce que tu pourrais, dans l'ensemble de ce que tu as traité comme site, comme lieu à Bruxelles, est-ce que tu pourrais en pointer deux, peut-être qui te touchent plus particulièrement, tu es plus nostalgique peut-être? Oui, mais d'abord j'ai vécu longtemps à Saint-Gilles, et donc je dirais tous les lieux Saint-Gillois en fait que j'ai mentionnés, donc sans exception. Donc voilà, c'est un peu un clin d'œil à une tranche de ma vie, que j'ai eu la chance de placer dans mon livre. Donc voilà, donc c'est des lieux que j'ai redécouverts comme ça, la chaussée de Charleroi, la place de Bethléem, la barrière de Saint-Gilles, les bains de la rue de la Glacière. Donc c'est plein d'endroits assez insolites, et donc Saint-Gilles, on a encore de la chance parce que finalement le tissu urbain n'a pas changé fondamentalement depuis la création des rues fin 19e, donc les gabarits sont encore globalement là, présents, mais c'est surtout les ambiances qui ont changé, le trafic. Voilà, et là je rejoins un deuxième
Une deuxième idée, donc c'est la disparition des bistrots. Et donc là, parfois, pour Saint-Gilles, on va chercher loin la disparition de lieux, parfois au début du XXe siècle. Mais là, pour la disparition des bistrots, ce sont des choses que moi j'ai connues, donc des bistrots que j'ai fréquentés, parce que c'est un peu le cliché, mais j'écris mes romans, mes polars dans des bistrots. Et donc j'ai pu placer dans ce Bruxelles disparu des cafés dans lesquels j'écrivais, qui ont disparu malheureusement, ou qui ont changé d'enseigne. Et je trouve ça toujours terriblement triste, en fait, un café qui ferme ses portes ou qui change d'enseigne. Ça veut dire que là, la clientèle s'en va, et avec elle les voix, les souvenirs, l'atmosphère. Et voilà, donc j'ai mentionné quelques-uns de ces bistrots malheureusement déjà disparus, que j'ai eu la chance de connaître. Et, par exemple, un pub rue du Bailly qui s'appelait The Bank, qui occupait une ancienne banque, et voilà, d'où l'appellation. Donc c'était un pub irlandais qui a connu une existence d'une quinzaine d'années et qui a été rebaptisé tout récemment Banco. Voilà, super. Et mais l'ambiance est devenue sinistre. On parle plus anglais, il y a plus de Guinness, il y a plus de concerts pop rock le soir. Et voilà, donc je n'ai plus aucun intérêt d'aller là-bas. Je ne sais pas s'il y a peut-être des habitués ici du Banco, mais en tout cas, non. Oui, voilà. Le patron du Banco. Non, mais voilà, donc c'est une manière aussi, voilà, c'est plus sentimental d'évoquer des bistrots pour moi dans Bruxelles disparu que une tour du XIIIe siècle qui a été abattue en 1815. Donc il y a différentes échelles. Et puis c'est aussi la manière que tu as de parler justement de l'âme de la ville aussi, de ce qui reste aussi de cette âme que tu as connue, que j'ai connue. C'est pour ça qu'on se retrouve. Mais la ville est belle à travers la vitre d'un bistrot. Je trouve qu'elle est plus belle. Elle est un peu déformée comme ça. Je trouve que c'est intéressant. Ouais. Bon, ça dépend l'heure évidemment. Non, mais il faut se poser. C'est intéressant, même seul à n'importe quelle heure. 3 heures du matin, elle est bien déformée. Oui. Même le matin avec un café. Tu regardes le bistrot. Alors, je vais prendre la liberté de vous lire le petit chapitre. Donc, le bistrot va fermer. Et en fait, ça. J'ai choisi aussi de justement aborder ce thème du bistrot sans pour autant que vous pensiez que nous sommes des piliers de zinc, mais on s'est rencontrés dans un bar. Oui, voilà. Autour d'une bière que nous apprécions. Autour de Robert Naum. Oui, bon, voilà. Mais alors là, bon. Et donc, voilà. Mais ça, d'évoquer les bistrots, c'est important. Pour le dialogue, parce que justement ça fait la jonction, à mon sens, entre ces ouvrages plutôt documentaires, même s'ils ils ont la marque, la patte de Méganck, et avec les romans qu'on va évoquer tout de suite, parce que justement beaucoup des personnages des romans, en tout cas surtout des polars, évoluent dans les eaux un peu interlopes et troubles des bars bruxellois. Alors voilà, le bistrot va fermer, donc combien de bars fermés seulement au cours du XXe siècle? Le repos de la montagne, à la jambe de bois, au coin du diable, chez Janine, The Bank, Blues Corner, etc. Quand un bistrot ferme définitivement ses portes, les habitués sont jetés à la rue, à nouveau livrés à eux-mêmes. Ils évoluent hagards dans une ville qui leur paraît très agressive comparée à la chaleur qui régnait autour du zinc. Ces hommes et ces femmes sont souvent des gens du quartier, parfois des voisins, un microcosme gentiment imbibé, un club très fermé, car on en est ou on n'en est pas. Le bistrot de quartier a toujours été le lieu de rassemblement d'une famille recomposée, une fratrie forgée dans le liquide et l'immobilisme. Alors, quand tout s'arrête, c'est un petit monde qui s'effondre, un groupe qui se disloque à jamais. La menace de disparition qui plane ne différencie pas le troquet miteux du café littéraire. Tous sont logés à la même enseigne. Oui, combien de bars fermés? Et l'hémorragie continue, notamment à cause de la récente interdiction de fumer dans les cafés. Comme les espèces animales et végétales, un bistrot disparaît chaque minute. À ce rythme-là, boire une bière au comptoir relèvera bientôt du mythe. Mais Van Crouch, il s'appelle juste Van Crouch, il n'a pas de prénom, je ne l'ai pas encore trouvé après trois volumes, ça viendra peut-être plus tard, mais donc, non, en fait je l'ai, mais je vais le dévoiler plus tard, c'est un grand secret en fait pour les fans. Donc Van Crouch, donc c'est un chômeur longue durée,
qui joue au détective, donc pour mettre un peu d'argent en plus pour ces fins de mois. Donc il mène des enquêtes foireuses, essentiellement des filatures d'hommes infidèles ou des magouilles, des choses comme ça. Donc c'est vraiment le détective foireux, quoi. Et donc il est dans tous les mauvais coups. Ses affaires sont toujours calamiteuses. Il a une vieille voiture qui n'avance pas. Il a un problème d'alcool. Il est amoureux d'une femme qui part tout le temps, et donc il est toujours entre Paris et Bruxelles, et il est toujours dans l'attente, un peu comme un petit chien. Il attend des SMS, des appels qui viennent jamais. Donc c'est quelqu'un qui est en demande, en recherche. C'est pas moi. Mais par certains aspects, Van Crouch, c'est vrai. Parfois, c'est un peu moi. C'est mon côté sale type qui. Oui, c'est un peu un double, un sale double en fait, un sale double. C'est un méchant. C'est le méchant Marc. C'est le méchant Marc. Donc c'est Van Crouch. Voilà, exactement. Et donc il mène ses enquêtes et il se fait copain dans un bistrot avec l'inspecteur Rinaldi, qui est l'inspecteur en chef de la zone de police Bruxelles XL, et qui le met sur pour de sombres histoires de cocufiage, pour pas être démasqué par sa femme, etc. Donc il met Van Crouch sur des enquêtes, et donc il va aider Rinaldi dans des enquêtes qui se passent dans le centre-ville, autour de la Grand Place. Donc ça, c'est le Pendule au Sacré, au Châtelain, à XL, ou encore près de l'abbaye de la Cambre. Et donc c'est chaque fois l'occasion, et donc là j'utilise mes connaissances d'historien, de planter solidement le décor avec vraiment un ancrage fort bruxellois, patrimoine historique, et donc on s'y retrouve complètement dans les lieux. Et alors finalement l'enquête passe au second plan. Finalement c'est plutôt des bavardages biéreux entre Rinaldi et Van Crouch, mais dans un contexte bruxellois très chouette, très marqué, très marqué. Et donc c'est un peu des faux polars déjantés. Je pense que c'est assez drôle, et c'est une façon de découvrir Bruxelles autrement, quoi. Mais il y a aussi des références à l'actualité bruxelloise. Et notamment dans le Pendule de l'île Sacrée, on aurait pu prendre d'autres exemples, mais il y a alors vous vous souvenez du tollé, les pour et les contre, le sapin de Noël sur la Grande Place. Le vrai faux sapin. Le vrai faux sapin. La chose. Et donc ça fait partie aussi de l'ancrage dans le réel que Marc Méguin utilise avec, à mon sens, beaucoup d'humour et d'ironie. Juste vous lire le petit passage. Donc, la Grande Place vue du ciel. Début d'un des chapitres donc de Pendu de l'île Sacrée. 4 € pour monter sur un échafaudage. Je trouvais ça beaucoup trop cher. Même pour voir la Grande Place d'en haut. J'avais sans doute déjà bu trop de bière quand je me suis élancé sur la structure métallique. Mais bon, jamais faire les choses jusqu'au bout. C'est ce que j'avais dit à Rinaldi, rapport à cette nouvelle enquête sur laquelle il m'avait branché. J'avais la tête qui tournait, une vraie toupie cérébrale. Des touristes italiens pestaient derrière moi parce que je n'avançais pas assez vite à leur goût. Ils avaient tout le matos en main. Appareil photo, caméra, tablette et tout tremblement. Mes fesses figureraient certainement sur le générique de leur city trip à Bruxelles. La Lombardie, la Toscane, l'Émilie-Romagne et les autres allaient avoir droit à du Van Crouch sur écran géant pendant les soirées de vacances, de photos de vacances, la grande classe. Je me suis retrouvé donc sur la plateforme et là j'ai vu Jésus. Le petit. Tout en bas, dans la crèche de Noël, installée sur la place. À ses côtés, il y avait Marie et Joseph en papier mâché. Les moutons, en revanche, étaient bien vivants. Depuis mon perchoir, j'avais en tout cas l'impression qu'ils bougeaient. J'ai cherché le sapin en vain, puis ça m'est revenu. J'y étais sur le sapin. La ville de Bruxelles avait décidé d'innover. Pas de conifères offerts par un pays du Grand Nord cette année, non, mais du conceptuel. Une structure abstraite, haute de 25 mètres, des cubes superposés censés évoquer un sapin, surtout grâce à la couleur verte des 6000 spots projetés dessus. Le tout étant financé par le plus gros fournisseur d'électricité du royaume. Je me suis dit,
Van Crouch, mon salaud, tu fais ton entrée dans l'histoire. Tu marches sur le premier sapin en métal et en toile de tente de toute la chrétienté. C'est pas rien. Surtout aujourd'hui, au stade où se trouve cette bonne vieille église. Voilà. Donc c'est vraiment pour donner le ton et aussi la vivacité de l'écriture de Marc Mégain. Bon, voilà, on aurait pu... J'avais un peu oublié le côté déjanté de celui-là. Ouais. Et donc voilà, donc ça c'est à peu près le début du roman. Donc c'est évidemment Van Crouch qui parle. Mais donc effectivement, l'actualité, tu te sers aussi de l'actualité pour aussi marquer cet ancrage dans la... Juste quand même parler du dernier, hein, qui est disponible aussi ici, qui lui donc est publié chez Zélige. Si tu m'attends, je vais changer ta vie. Alors là, peut-être une écriture un peu plus intimiste. Hein, là, c'est un autre registre, hein, donc ça n'a absolument rien à voir. Donc. Et je suis content d'ailleurs, en fait, je suis content. De sortir quoi. Ouais, que c'est pas du tout, je renie pas les autres bouquins, mais j'aime bien avoir plusieurs, j'ai plusieurs casquettes et c'est pas facile de sortir d'un registre. Enfin, pour moi, c'est assez facile, mais pour le regard des gens sur ce qu'on produit, c'est moins simple. Donc, il y a le côté historien, Bruxelles, Marc Mégain, ça va. Puis maintenant, il y a le côté polar, voilà. Mais les romans, c'est plus difficile, et encore plus ce type de roman-là, qui est, très intime. On est plus dans j'espère une certaine poésie, donc j'ai plus travaillé la langue, c'est moins brut, voilà, c'est pas du tout, on est à l'opposé total d'un Van Crouch. Van Crouch, c'est pour rigoler, c'est pour m'éclater, c'est pour un peu lâcher du lest par rapport à mon boulot d'historien, par exemple. Mais si tu m'attends changer ta vie, donc c'est l'histoire d'un homme, une femme, et finalement, voilà, donc qui se rencontrent, et c'est la poésie des débuts d'une histoire. C'est un peu bleu, peut-être un peu naïf pour certains, mais c'est un tout autre style. Et on décor bruxellois. Oui, il y a 2-3 rues qui sont nommées, mais pas du tout. D'ailleurs, ça se passe aussi, notamment la troisième partie dans le Périgord, donc voilà. Donc oui, c'est autre chose. Et est-ce que par rapport à cette écriture-là, est-ce que ça change aussi est-ce que ça peut modifier, par exemple, un éventuel 4e volume de Polar, par exemple, d'avoir travaillé plus? Oui, bien sûr. Comment dire, une perte un peu de spontanéité, de naïveté qu'on peut peut-être retrouver de côté un peu déjanté dans le... Non, parce que j'arrive à faire la part des choses, quoi. Donc voilà, le boulot d'historien, c'est ça, les polars, c'est ça, et l'écriture plus sensible, c'est encore autre chose. Donc j'arrive à faire la différence. Après, je pense aux journalistes, aux lecteurs, de se dire, voilà, Marc Mégain peut faire les trois. Il peut le faire. Malheureusement, la recherche du profit et de la chasse à la surface, et donc la moindre parcelle construite, voilà, et sacrifiée pour faire des tours de logement ou de bureaux, et donc voilà, malheureusement, je pense qu'il y a des connivences entre le politique et le... Tu parles fort, hein, Robert. J'ai pas... Mais Robert, une question. Robert. Et donc voilà, je pense que c'est... Oui, malheureusement, c'est une sale période, ces années 50-60, avec... des malversations, et des pots de vin, des industriels un peu véreux. La recherche du profit, voilà, c'est magnifique. Maison de la Francité.